Oui, bonjour, donc Anne-Marie Bernard du bureau d'études Alière. Donc moi je vais vous présenter un peu les résultats de mesures qu'on a fait sur ces sites et puis les principaux retours d'expérience qui ont eux aussi servi à alimenter le guide que Nicolas va vous présenter juste après. Donc les sites que l'on a instrumentés sont situés dans la région de Toulouse, de Vitrolles, de la Drôme et dans l'Ain, donc région lyonnaise. Donc on a on a instrumenté ou utilisé les instrumentations existantes des fois de bureaux, maisons individuelles, un dojo, une crèche. Donc on va reprendre site par site et puis je vais essayer de vous montrer un petit peu quels sont les principaux enseignements qu'on en tire. Donc le bureau de la Beige à côté de Toulouse, c'est un bâtiment récent de 2009 où il y a une ventilation double flux en journée. Il y a une surventilation par ouvrant motorisé la nuit qui est contrôlée automatiquement avec des dérogations manuelles possibles et tout un report de données et de monitoring qu'on a utilisé donc du coup pour l'étude puisque c'était installé. L'optimisation de ce monitoring a quand même mis 2 ans avec une forte implication des occupants. C'est-à-dire qu'au moment où le bâtiment a été livré, ça ne fonctionnait pas très bien. Et il a fallu 2 ans quand même d'utilisation, de retour, d'amélioration, de changement pour détecter que certaines sondes ne marchaient pas, que d'autres étaient peut-être mal positionnées. Enfin, voilà. Donc pour vraiment optimiser le fonctionnement de l'ensemble du site, il a quand même fallu 2 ans avec l'implication des occupants qui sont vraiment mis à suivre et à regarder ça dans le détail et à suivre leur monitoring. Pour info aussi, donc les ouvrants, c'est des ouvertures sur 15 cm, il y a des barreaux anti-effraction. Alors, c'est piloté avec des sondes de température, intérieure et extérieure, des sondes vent et pluie, qui autorisent ou non la surventilation. Et lorsqu'il y a eu une étude de conception initiale qui a été faite en simulation dynamique, il y avait eu un déstockage nocturne attendu de 2 degrés, et le bureau d'études avait précisé que c'était avec des hypothèses pessimistes. Donc nous, sur la période d'instrumentation, on a regardé le déstockage avec et sans surventilation. Donc le déstockage, c'est la décroissance de température pendant la nuit. Et bien entendu, c'est différent d'une nuit sur l'autre, on regarde sur la période. Donc au rez-de-chaussée, on a un déstockage avec surventilation qui est à peu près de presque moins 2 degrés, et à l'étage de 2,5. Et sans ventilation, on aurait été entre 0,5 et 1,5. Le potentiel sur le site pouvait être de 3 à 4 degrés. Donc on a obtenu 60% en fait du potentiel par cette surventilation. Ça c'est important parce que ce pourcentage du potentiel, ça donne, si on avait besoin de plus, ça permet de savoir si ça vaut le coup, par exemple, d'assister mécaniquement. On verra les systèmes plus tard, mais là c'était 100% naturel. Est-ce que ça vaut le coup d'assister mécaniquement? Est-ce que ça nous suffit? Est-ce qu'on a besoin d'aller un peu plus loin dans l'usage du potentiel? Là, on aurait pu récupérer un peu plus du potentiel si besoin. Néanmoins, il y avait atteinte de l'objectif simulé. Globalement, les occupants sont satisfaits. Et vraiment, ce qu'on retire de ce site, c'est un besoin de réceptionner le contrôle et la régulation. C'est-à-dire que vraiment, on l'a vu tout de suite, les contrôles et les régulations fonctionnent pendant la surventilation, donc pas au moment de la réception. Et donc la problématique, c'est vraiment que au premier été, ça peut très bien ne pas fonctionner du tout, ou pas de manière optimum. Et pour que votre surventilation soit efficace, il faut trouver un moyen de réceptionner correctement cette surventilation dans les conditions de fonctionnement de la surventilation. Voilà, donc le potentiel n'était pas totalement utilisé, mais les occupants ont été satisfaits parce qu'on avait aussi, là je vous présente assez rapidement, on a un temps réduit, mais on avait aussi un sondage auprès des occupants pour repérer un petit peu. Donc bâtiment de bureau qui a été assez efficace sur Toulouse. Voilà. Alors on a un second bâtiment de bureau qui est à Valence. C'est un bâtiment qui a été rénové vers 2005. Donc la surventilation, cette fois, est mécanique avec une extraction dans les couloirs mécanique. Par contre, l'entrée d'air se fait naturellement. Donc les occupants laissent leurs fenêtres ouvertes en partant. Et au cas où ce ne soit pas fait, les fenêtres
portes hein, d'ailleurs. Et au cas où ce ne soit pas fait correctement, il y a aussi pas mal de fenêtres et d'ouvrants dans le couloir directement. Ce déclenchement est fait par horloge. Il y a plusieurs vitesses, mais donc il y a un choix de la vitesse de surventilation et un déclenchement par horloge sur la vitesse définie. La problématique sur ce site, c'est que certains occupants se plaignent du froid le matin. Il y a eu aussi des plaintes de voisinage par rapport au bruit des extracteurs. Donc l'extraction a été limitée à la vitesse 3 sur 5 du fait de ces plaintes. Alors on avait 4 bureaux instrumentés sur les 3 étages. On s'est aperçu qu'un seul ouvrait les fenêtres régulièrement avant son départ. Dans 75% des cas, donc pas 100% hein, de toute façon, alors que dans les autres bureaux, c'est 8, 16 ou 0% carrément. Pour un des bureaux, il n'a jamais été ouvert. Donc c'est sûrement lié à l'insatisfaction des occupants qui ont senti le froid le matin, mais ceci étant dit, le froid le matin, c'est peut-être pas au plus chaud de la canicule non plus, donc il y en a qui ne respectent pas les règles qu'on leur a mis littéralement, hein, puisqu'on n'a pas un taux d'ouverture qui est fantastique. Donc le déstockage nocturne, il est bon et proche du potentiel, mais uniquement pour le bureau qui ouvre, puisque dans les autres, forcément, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, il y a bien effectivement des températures un peu basses certains matins qui ont été constatées et qui confirment le constat des occupants. Donc ça, on pourrait l'éviter si au lieu d'une simple horloge, il y avait bien un pilotage en température. C'est-à-dire, il y a un moment, il faut arrêter la surventilation si on a trop déstocké. Donc là, la problématique, c'est que ceci n'étant pas fait, implique très fortement, probablement, l'ouverture des fenêtres. Voilà. Donc les gains sont très réduits parce que en fait les ventilateurs extraient quoi qu'il arrive, donc ils extraient un peu trop longtemps visiblement, mais en plus ils extraient pour rien, puisque en fait finalement ils rafraîchissent les couloirs pour tous les bureaux qui ne sont pas ouverts. Donc le verre en fait était de 0 à 4 sur les 4 bureaux mesurés. Par contre, si on fait l'hypothèse, si on le recalcule en faisant l'hypothèse que tous les bureaux étaient ouverts et que fonctionnaient comme celui qui était ouvert, eh ben, on aurait pu monter avec un ER de 7 à 10. Donc c'est pour dire que l'efficacité énergétique aurait pu être bonne, mais en fait sur ce site elle est loin d'être optimum du fait du non-respect d'ouverture des fenêtres. Donc dès la conception, il faut prévoir de stopper la surventilation lorsque la température souhaitée est atteinte. Donc ça évite le froid et puis ça évite les consommations de ventilateurs inutiles. Dans certains cas, on va même jusqu'à recommander un pilotage, on peut aller jusqu'à recommander un pilotage enthalpique, notamment si les bureaux étaient climatisés, pour éviter après de faire rentrer de l'humidité et de le repayer en consommation énergétique dans la journée. La sensibilisation des occupants est vraiment essentielle. Si le système de surventilation est basé sur un fonctionnement par les occupants, il faut absolument les sensibiliser et donc s'assurer que c'est acquis. Sinon, ce n'est pas la peine, effectivement, de mettre en route, en l'occurrence, le ventilateur, alors que ça ne sert à rien, en fait. Hein. C'est une consommation énergétique pour rien. Et puis, le déstockage est quand même assez bon, malgré la limitation de la vitesse à 3 sur 5, si vous vous souvenez. Mais il faut que la conception intègre l'aspect acoustique. En l'occurrence, ça pouvait être traité par un simple traitement de niveau rayonné et puis un piège à son, qui n'ont pas été mis. Alors, on a instrumenté une crèche à vitrolles, donc c'est une crèche collective de 2012 avec une ventilation double flux qui est coupée la nuit pour la surventilation naturelle. La surventilation naturelle, c'est des ouvrants motorisés en partie basse et haute, mais on va le voir après sur le plan. C'est une crèche qui est juste un seul étage, le rez-de-chaussée. Donc on n'a pas beaucoup de tirage thermique. Et on a une programmation horaire et une comparaison de température intérieure et extérieure pour définir cette ouverture. Donc les occupants se plaignent de surchauffe et la mairie a dû installer la climatisation après, et notamment on a même dû interrompre en fait le monitoring pour laisser faire les travaux parce qu'il y avait trop de plaintes en fait. Hein. La conception qui a été faite à l'époque, c'était de dire, vous voyez par le patio, il y a des ouvrants qui se font, par le premier patio, on traverse et de l'autre côté, il y a une extraction. Alors le léger petit détail, c'est que tout ça, c'est sur un seul étage, donc un tirage thermique relativement faible, que ce balayage, il n'est pas déjà au top au niveau conception, puisque même si on dit aux gens de laisser les portes ouvertes dans les bureaux latéraux
qu'il y a tout autour. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Il est quand même peu évident que l'air qui rafraîchit aille faire le petit détour par là avant de repartir par là-bas. Donc là, on sent bien que la zone réellement surventilée va pas être l'ensemble de l'étage. Et puis, on a en plus un problème qu'il y avait certaines portes qui étaient fermées, normalement fermées pour la protection incendie, ce qui n'améliore pas, bien sûr, ce transfert là où en plus c'est occulté. Donc là, on a eu quand même quelques petits problèmes au niveau de la conception qui font qu'on sent bien qu'on n'est pas dans des conditions optimum sur cette surventilation. Alors la décharge nocturne, elle a été de quelques degrés, ce qui était complètement insuffisant et inférieur à la montée diurne due à l'ensoleillement. Donc pas bon, on a un tirage insuffisant, sans même faire une simulation thermique dynamique ou autre. La capacité de ventilation naturelle, c'était à peu près 1200 mètres cubes pour un delta T de 5, ce qui était insuffisant parce que c'était moins d'un volumeur. Et en plus, avec la problématique, enfin, tout dépend aussi à quoi vous ramenez le volume. Est-ce que vous le ramenez à l'étage ou uniquement à la zone traitée. Et donc, normalement, c'est à la zone traitée, hein, bien sûr. La forte inertie ne permet pas de décharger vite la chaleur accumulée. Alors, ce qui a été un petit peu dommage sur ce site, c'est qu'il y a par exemple l'option de laisser l'extraction en route, ça aurait pu améliorer un petit peu, hein, ça n'aurait pas fait rentrer l'air dans les bureaux qui n'étaient pas bien balayés, mais ça aurait pu améliorer un petit peu ce fonctionnement. Par contre, il aurait fallu le faire avec des ventilateurs basse consommation. Donc on s'est amusé à vous simuler un petit peu pour voir ce qui serait passé. Donc là actuellement, par l'aération naturelle, il y a une récupération d'à peu près 40 kWh. Il y a pas, le R ne calcule pas, il est infini. Et un delta T extérieur-intérieur le matin qui reste quand même de plus de 7 degrés. Avec une extraction au débit hygiénique, donc simplement en laissant en route le double flux, ça aurait pu quand même réduire à 5 degrés cette température, et un ER qui reste à 4,5. En passant en surventilation, en augmentant le débit, on aurait pu monter effectivement, descendre la température le matin à presque 3 degrés au-dessus de l'extérieur, et en chutant un peu le R. Et on aurait pu améliorer le R, vous voyez, à 7,7 si en plus on était passé en ECM. Donc voilà, il y a sur l'ensemble des sites qu'on a repérés et qu'on a instrumentés, il y a souvent des défauts qui font que le site ne fonctionne pas à son optimum. Et c'est vrai que ça se traduit souvent par une décision après de passer à la clim, ce qui est dommage. Donc là, vous voyez, il y a une problématique de conception au départ, et puis après de mise en œuvre sur le site pour que le transfert se fasse bien, qui a posé problème. Alors, on a ensuite instrumenté un dojo donc, dans l'Ain, dans la région lyonnaise. Donc c'est un bâtiment de 2014 avec 3 salles de sport de 6 mètres de haut. Donc la surveillance sur la centrale double flux, mais n'avait pas du tout été prévue au niveau de la conception. Donc les gaines ont été conçues pour le débit hygiénique, il y avait même des modules autoréglables, etc. Le problème, c'est qu'ils ont constaté des fortes surchauffes en journée, en usage scolaire, et puis en usage en soirée l'été, 18-22 heures, qui est franchement difficile, où ils avaient vraiment très très chaud. Donc ce bâtiment dont vous voyez une façade là, de l'autre côté c'est semi-enterré, et donc il y a peu de possibilités d'ouverture ou d'ouvrant, et pas possibilité de balayage, parce que les salles sont mono-orientation. Donc à l'été 2015, on a fait retirer les registres autoréglables remplacés par des standards pour juste réaliser l'équilibrage. On a remplacé aussi des diffuseurs qui étaient initialement des diffuseurs carrés à soufflage horizontal à 6 mètres de haut, vous voyez, donc on les a fait remplacer par des diffuseurs à soufflage vertical, pour que quand même l'air ait une chance d'atteindre la zone occupée. Et puis on avait mesuré dans le pré-diagnostic 3400 mètres cubes en occupation et 1000 en inoccupation. Ça, c'était un choix de la conception de laisser 1000 en inoccupation. Sachant qu'on pouvait monter au maximum à 3900 et que théoriquement, d'après les codes, etc., on aurait dû pouvoir monter plus haut à 4500. Voilà. Donc, et il a été mis en place la programmation de la CTA avec une surventilation nocturne
en se disant, bah, 3009, c'est quand même un peu mieux que 3004. On va passer en surventilation la nuit de 22h à 7h. Et on s'est aperçu qu'il y avait des non-déclenchements de la surventilation certaines nuits, parce que les régulations des centrales sont des fois un petit peu complexes, mais il faut qu'il y ait un bon pas qui soit pris, voilà, et que les températures respectent bien. Et bon, on s'est aperçu que des fois le fonctionnement n'était pas optimum de cette régulation. Avec cette surventilation, il restait 5% d'insatisfaits le matin, donc ça c'est correct, alors qu'on en avait 50 la veille au soir. Et puis on utilisait 35% du déstockage nocturne, c'est-à-dire qu'en fait on utilisait très peu le potentiel, lié bien sûr à notre débit trop faible, à nos gaines trop petites, etc. Mais c'était quand même viable. Le problème, c'est qu'on avait une remontée très rapide en journée. Donc vous voyez un petit peu sur la courbe qui est ici, vous avez la température extérieure qui remonte, et vous voyez que dès le matin, dès 7h le matin, on augmente à la température intérieure assez violemment pour se rapprocher de l'extérieur. Alors pourquoi ça? Ben, il y a un petit problème d'ensoleillement, il n'y a aucune protection solaire. Il y a un petit moment, c'est exposé nord, mais il y a un léger nord-est, donc le matin, il y a un petit moment d'ensoleillement. Et puis, on a aussi donc, ce débit de ventilation qui, en occupation, mais l'occupation, c'était une horloge, donc en journée, passait à 3400, et donc ce 3400 mètres cubes en permanence venait quand même ramener pas mal de calories à l'intérieur du bâtiment. Donc remontée rapide, on a à la fois une faible inertie, en plus on a un fort débit, tout est bon pour bien remonter, et c'est là qu'il y avait insatisfaction, puisque l'été, il y avait un usage la nuit, enfin la soirée, uniquement de ce local. Alors, à l'été 2016, on a transformé, on a fait une modulation au CO2 en journée. Donc, c'est aussi bénéfique pour la consommation énergétique d'hiver. Mais là, on l'a mis vraiment pour que la journée, on ne passe en débit maxi que s'il y a réellement une occupation et que proportionnellement à cette occupation. Donc, le but, c'est de réduire la remontée. Ensuite, on a une reprise des réseaux du local technique pour réduire la perte de charge. On a changé le filtre, qui, vous le voyez, n'avait jamais été changé par les services techniques. Et le débit est remonté à 4500 mètres cubes. Voilà, donc on a fait aussi une analyse et une correction des défauts de déclenchement de la surventilation. L'autre chose qui s'est passée, c'est que, vous voyez, par exemple, en août 2015, on était à 3009 en journée. Toute la journée, puis on passait éventuellement, on allait décroître s'il n'y avait pas de, tant qu'il n'y avait pas de surventilation, tant que les températures n'étaient pas bonnes. Alors que sur une journée type d'août 2016, au contraire, vu que c'est inoccupé, on est à 1000 mètres cubes en journée et on passe en surventilation qu'on a anticipé au niveau de la programmation à partir de 17h dès que la température le permet en fait. Alors on n'a pas laissé un delta T, une zone morte, comme on le recommande dans le guide, à la demande en fait des occupants qui voulaient qu'il y ait un peu d'air qui circule avant qu'ils arrivent. Moralité, on a 86% du déstockage nocturne qui a été utilisé en 2016 contre 35 en 2015, donc on utilise mieux le potentiel. Il y a une amélioration du confort, on a un gain de 2 degrés en journée et on a une meilleure satisfaction des occupants. Par contre, on a complètement dégradé le ER. Donc le ER, vous voyez, en 2015, en moyenne 2,5. En 2016, 1,1. Alors 1,1, c'est pas très efficace, mais c'est une situation où on n'avait pas de surventilation, elle n'était pas prévue, et où on a simplement essayé d'améliorer un petit peu la réponse pour les occupants. Donc rien ne vaut un bon dimensionnement initial, et on a besoin de bien réceptionner et contrôler la régulation pour avoir les déclenchements prévus, pour pouvoir optimiser voilà, les aspects confort, énergie par rapport à l'usage aussi du bâti et du bâtiment. Bilan énergétique amélioré en occupation par la modulation. Très rapidement, on a deux autres sites qui sont des maisons individuelles. Donc une maison vers Toulouse de 2015 en ventilation double flux. Donc bypass des échangeurs, augmentation du débit en surventilation. Donc on a un bon ER, mais le débit est insuffisant pour obtenir un confort suffisant. Et il faudrait passer à un débit de surventilation supérieur, particulièrement dans les chambres. On rentre après dans les problématiques des registres, de pouvoir changer ces débits. Et enfin, on a une maison individuelle qui est climatisée, sur laquelle on a rajouté une surventilation dans la chambre principale par une unité d'insufflation mécanique.
Donc cette chambre, elle fait 12 mètres carrés et le débit potentiellement peut aller de 25 à 225 mètres cubes heure. Il est contrôlé par CPL de manière horaire par une horloge et modifiable. Et il permet de couper ça a permis de couper la climatisation la nuit et de réduire la consommation. Alors on a eu 3 périodes. Une petite canicule courte en début de saison, qu'on vous a identifié à part. La partie été normale, entre guillemets, en surventilation mécanique. Et puis, vu qu'il y a eu une panne CPL, eh ben, on a eu un été normal en ouverture des fenêtres. Donc, c'est une maison de plein pied où il n'y a pas non plus de tirage thermique lié à la hauteur. Si on regarde un petit peu les débits, vous avez les débits dans ce tableau pour les différentes saisons. Vous avez le ER qui, pendant la canicule, a été assez mauvais. Ça, c'est dû au fait que l'occupant a boosté le ventilateur. Là, c'était même plus un besoin de réduire la température, c'était un besoin de sentir des vitesses d'air, en fait. Hein. Ce boost sur le ventilateur n'a pas été économe en énergie et donc le R a chuté. En ventilation mécanique normale, il est quand même à 13. Et puis surtout, vous avez la durée de recours à la clim dans la journée. Donc pendant la canicule, vous voyez qu'on est à pratiquement 10 heures. En ventilation mécanique, on est à peu près à 3,6 heures. L'aération des fenêtres, on était à 3 heures sur cette période-là. Total de la période, enfin bon, ouais. Alors, j'accélère parce que j'ai dépassé le timing, mais la surventilation donc, a permis de réduire le recours à la clim la nuit. Et puis, le libre usage du contrôle par l'occupant n'a pas été le choix le plus pertinent énergétiquement. Il y a eu un débit trop fort pendant la canicule à cause du besoin de vitesse. Et puis surtout, la canicule, ça faisait que les nuits devenaient fraîches de plus en plus tard. Et comme c'était basé sur un fonctionnement horloge, modifiable certes facilement, mais voilà, il y avait beaucoup de démarrage trop tôt en fait de la surventilation, puisque pendant les périodes de canicule, il faut qu'elle démarre de plus en plus tard. Et c'est là qu'un contrôle automatisé aurait été nettement meilleur.